motivées Bonjour, aux personnes motivées de ce matin qui se sont présentées à 9 heures pour cette présentation. Alors, on est très heureux avec ma collègue, le Dr Saji, de Marrakech, de modérer, d'accompagner le Dr Rodolphi, dont je suis très heureux de la recevoir pour la première fois au Maroc, à Marrakech. Donc, pour les personnes qui ne la connaissent pas, très brièvement, Dr Rodolphi a longtemps pratiqué, était une des références en matière de pathologie respiratoire, et notamment dans l'insuffisance cardiaque et apnée du sommeil, puisqu'elle a travaillé à la Pitié-Salpêtrière, dans une grande maison. Et elle a, depuis un an, s'est installée à Cagliari, donc en Sardaigne, dans son pays. Et l'année dernière, on s'était rencontrés dans le cadre de la Société française de recherche et de médecine du sommeil à Lille. Et je lui avais proposé cette intervention chez nous, sachant ses qualités. Et surtout, j'avais beaucoup apprécié un travail qui était qu'elle va vous montrer aujourd'hui, qui était une réflexion sur aujourd'hui quel outil on peut opposer aux apnées du sommeil centrales, puisque vous connaissez Servachev, etc. Donc, on est très heureux de la recevoir aujourd'hui. Elle va nous faire part des avancées, des questions, des choses qui restent à faire. Voilà, alors, à nous, peu nombreux, mais motivés, on vous souhaite une bonne matinée. À tout à l'heure. Merci beaucoup de cette présentation, de l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être là, découvrir Marrakech et le Maroc. Je n'ai pas trop de temps, mais je vais essayer de profiter un peu quand même. Et c'est un plaisir aussi pour moi de vous parler de cette thématique qui occupe mon travail depuis très longtemps. Donc, juste pour me présenter, je suis italienne, si ce n'était pas clair. Je suis partie à la fin de mon internat au Canada, à Toronto, où avec le professeur Bradley, j'ai commencé à m'occuper des troubles du sommeil respiratoire, surtout, bien sûr, je suis pneumologue, dans l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est là que j'ai commencé mes études, j'ai fait mon PhD. Et voilà. Et après, je suis revenue en Europe. Je suis retournée en Europe, à Paris, où j'ai passé 10 ans. Pour enfin, je n'ai pas pu résister. J'ai décidé de rentrer dans ma ville, dans mon pays, en Italie, en Sardaigne. Je ne suis pas sarde à l'origine, je suis de Bergame, un village à côté de Milan. Assez joli, si vous avez l'occasion. Bon, là, on passe au travail, du coup. Donc, je vous dis, c'est une thématique que j'aime beaucoup, que j'ai étudiée de façon différente. Je vais un peu vous montrer ce que je connais, ce que j'ai fait dans ma carrière sur cette thématique. Et en plus, c'est une thématique très d'actualité parce que, excusez-moi, parce que récemment, des données d'une étude qu'on attend depuis longtemps est sortie. C'est l'étude Advent, qui est un peu la suite des Servachev. Servachev, je pense que vous connaissez. Je vais quand même reprendre l'étude et les résultats. Et les résultats d'Advent viennent de sortir, ne sont pas encore publiés, ils ont été présentés au Congrès européen de cardiologie en septembre. Voilà, j'espère qu'il y aura l'occasion de discuter un peu avec vous. Il y a beaucoup de choses encore à faire et beaucoup de questions encore à résoudre. Donc, là, c'est un peu ce que je voudrais voir avec vous ce matin. On va partir bien sûr du contexte, du coup, la prévalence du syndrome d'apnée du sommeil. On verra central et obstructif dans l'insuffisance cardiaque parce que l'importance de ces sujets, c'est lié au fait que cette pathologie, les troubles respiratoires du sommeil, sont très fréquents dans l'insuffisance cardiaque. On verra bien sûr aussi un peu des physiopathologies du SAS, ce que j'avais fait à Toronto, qui nous explique en partie pourquoi les apnées du sommeil central et obstructif sont très fréquents dans cette condition, l'insuffisance cardiaque. Et rapidement, je vais avoir un peu de clinique avec vous parce que c'est vrai que les patients avec insuffisance cardiaque ne sont pas tout à fait les mêmes patients qu'on a l'habitude de voir avec troubles du sommeil respiratoire, en particulier la somnolence n'est pas assez marquée comme dans hors insuffisance cardiaque. Et bien sûr, les sujets principaux de l'étude va être la mortalité cardiovasculaire.
ce qu'on connaît aujourd'hui de la relation entre troubles respiratoires du sommeil et mortalité cardiovasculaire dans l'insuffisance cardiaque, en particulier en regardant les effets de cette étude Advent qui fait la suite de Servachev. Alors, en venant à la prévalence, vous pouvez voir ici, pour tranche d'âge entre moins de 50 ans, plus de 80 ans, la prévalence du fait d'avoir un index d'apnée-hypopnée supérieur à 15 par heure, indépendamment du type d'apnée centrale obstructive. Et vous voyez bien comme la prévalence augmente avec l'âge pour les femmes et pour les hommes. En moyenne, on est à l'entour de 40-45% des patients avec un index d'apnée-hypopnée supérieur à 15. Quand on a des patients avec une insuffisance cardiaque, là on parle d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, c'est-à-dire inférieure à 45% par toutes les études que je vais vous montrer. En plus, si on va voir à l'intérieur de ces 45% des patients qui ont un IH supérieur à 15, on peut voir que 26% a des apnées prévalence obstructive et 20% des apnées en prévalence centrale. En plus, il faut savoir que les patients qui sont classés en obstructive ou en centrale, en réalité, très souvent, ils ont une grosse composante aussi centrale en cas d'obstructive et vice-versa. C'est-à-dire, c'est une pathologie où vraiment les deux types d'apnée sont présents et sont présents souvent dans les mêmes patients. On les classe en obstructive en centrale en utilisant la seuil de 50%. Donc, c'est plus de 50% des événements sont centrales, les patients sont classés centrales. C'est plus des événements sont obstructifs, les patients sont classés obstructifs. Il faut aussi savoir que les profils respiratoires du patient, de chaque patient avec insuffisance cardiaque à FEVG réduite, changent au fur et à mesure au cours de la nuit. En général, on peut voir des patients qui sont surtout obstructifs en début de nuit, qui deviennent surtout centrales en deuxième partie de la nuit. Et ça va normalement avec une détérioration de la fonction cardiaque, de la fraction d'éjection du patient. Et encore, la composante centrale obstructive change avec l'histoire naturelle de la maladie, c'est-à-dire plus les patients deviennent graves, normalement, plus les apnées sont centrales. Quand un patient avec insuffisance cardiaque a une décompensation cardiaque, parce qu'il développe par exemple une fibrillation auriculaire, ou il fait un infarctus, ou il est surchargé des fluides, des liquides, dans ces cas-là, il a tendance à devenir surtout central. Et on verra pour quelles raisons tout ça a lieu dans cette pathologie. Alors, je vais reprendre rapidement la physiopathologie des apnées obstructives du sommeil et centrale, parce que c'est la base mais il faut pour ensuite vous présenter la physiopathologie des apnées du sommeil dans l'insuffisance cardiaque. Donc, vous savez tous bien que les sites d'obstruction à niveau des voies aériennes supérieures dans l'apnée obstructive du sommeil et à niveau de l'oropharynx, en particulier derrière les palais mous et la base de la langue. Donc, l'apnée obstructive du sommeil est constituée d'une réduction d'un cas d'hypopnée ou d'une fermeture totale des voies aériennes à 7 niveaux dans les cas de l'apnée obstructive. Ça, c'est la même chose, c'est les mêmes niveaux d'obstruction vus dans cette vision plus claire par rapport à ce que je vais vous montrer. Vous voyez qu'ici, on est derrière la base de la langue et ce qui est caractéristique de cette portion des voies aériennes supérieures, c'est l'effet de ne pas avoir un soutien rigide. Tous les voies aériennes, du nez, la bouche jusqu'aux les petites voies aériennes ont un soutien rigide des cartilages, mais pour cette portion, ce n'est pas le cas. Et pourquoi ? Parce que l'homme a développé le langage et donc pour pouvoir parler, c'est très important d'avoir une grosse flexibilité de cette portion. Et en fait, dans l'être humain, l'os hyoïde s'est débranché de la colonne vertébrale. Et donc, du coup, ça a permis de développer le langage d'une certaine façon dans l'homme. Mais ça, avec la conséquence de fragiliser la respiration et de la fragiliser surtout au cours du sommeil.
parce que l'ouverture de cette portion des voies aériennes dépendent des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures, donc les génioglosses sont les plus importants. Et comme vous le savez, au cours du sommeil, les muscles deviennent hypotoniques ou atoniques en sommeil paradoxal. Donc cette situation fait qu'à ce niveau, on peut avoir plus facilement une fermeture au cours du sommeil. Et faites attention, vous voyez, du coup, qu'il y en a un certain volume de tissus mous faits par les mucoses, les artères, les veines, les gras. Vous voyez, ça c'est du gras latéraux à côté des voies aériennes supérieures qui sont contenus à l'intérieur d'une boîte rigide osseuse. Et c'est très important de savoir que la disproportion entre les volumes de cette boîte rigide osseuse et les volumes des tissus mous qui sont à l'intérieur va à déterminer les calibres et la pression autour des voies aériennes supérieures. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, si vous avez un sujet qui est surpoids ou obèse, qui va accumuler du gras, du tissu adipeux un peu partout dans son organisme, il va aussi l'accumuler là, et ça peut comprimer les voies aériennes à l'intérieur et favoriser la fermeture. Les apnées centrales du sommeil, par contre, leur origine est différente. Il s'agit en pratique d'une interruption de la commande centrale qui peut être totale en cas d'apnée centrale du sommeil ou en réduction de la commande centrale en cas d'hypopnée d'origine centrale. Les voies aériennes sont normalement ouvertes pendant les apnées centrales. En particulier, si on va voir pourquoi les patients avec insuffisance cardiaque font des apnées centrales, il faut partir du fait que les patients avec insuffisance cardiaque ont une congestion ou une précongestion pulmonaire qui va stimuler les récepteurs justacapillaires qui provoquent une hyperventilation. L'hyperventilation chronique, et l'hyperventilation chronique va baisser les niveaux de CO2 à niveau artériel. Et quand les niveaux de CO2 artériel va descendre en dessous de la seuil d'apnée, on va avoir une apnée centrale. Les patients s'arrêtent de respirer et bien sûr, pendant l'apnée centrale, ce qu'on va voir, c'est une progressive augmentation du CO2, une progressive réduction de l'oxygène. Et ce n'est pas fini, les patients avec insuffisance cardiaque ont aussi une hyperréponse à l'hypercapnie et à l'hypoxémie qui fait qu'il va refaire descendre de façon exagérée la CO2, redescendre sous la seuil d'apnée et perpétuer ce cycle qui va provoquer plusieurs apnées centrales. Alors ici c'est un peu la même chose, si vous voulez, de façon un peu différente. Vous voyez, là vous avez les volumes courants d'un patient, inspiration, expiration, inspiration, expiration, qui fait un certain niveau de ventilation minute. Et vous voyez un certain niveau de CO2 que ce patient va avoir par rapport à son niveau de ventilation. Et il y a une seuil d'apnée qui est normalement plus bas par rapport à notre niveau de CO2 normal. Si un patient, comme un patient avec insuffisance cardiaque, a une hyperventilation à cause de son congestion pulmonaire ou précongestion pulmonaire, son niveau de CO2 va baisser et va se rapprocher à sa seuil d'apnée. Donc, au cours du sommeil, en particulier, si on a un micro-éveil qui va augmenter, vous savez, pendant le micro-éveil, la respiration augmente un peu, donc qui va augmenter ce micro-éveil un peu plus la ventilation, ça peut faire descendre les niveaux de CO2 en dessous de la seuil d'apnée et donc on va avoir une apnée centrale. Au cours de l'apnée centrale, le niveau de CO2 va progressivement augmenter au point d'aller stimuler les chémorécepteurs. Et si vous avez un patient, tout le monde peut faire des apnées centrales comme ça, isolées. Si vous avez l'habitude de lire des tracés de sommeil, vous avez l'habitude aussi de les voir, ces apnées isolées centrales. Si un patient a une réponse au CO2 qui est normale, il va répondre d'une certaine façon au point de porter le niveau de CO2 à un niveau précédent. Mais les patients avec insuffisance cardiaque, ce qu'il a en plus de l'hyperventilation, c'est une hyperchémosensitivité qui est due
à l'hyperactivité sympathique qui caractérise ces patients, lui, il va répondre de façon exagérée à cette hypercapnie qui survient pendant l'apnée, et donc il va refaire descendre le niveau de CO2 au-dessous de la seuil d'apnée, donc il va générer une apnée centrale suivante, etc. etc. Donc, c'est la congestion pulmonaire, un sommeil fragmenté et l'hyperchémosensibilité qui sont à la base des apnées centrales du sommeil dans le patient avec insuffisance cardiaque. En plus, les temps de circulation, vous savez que dans le patient avec insuffisance cardiaque est réduite, et cette augmentation du temps de circulation va déterminer la durée du cycle, c'est-à-dire la durée d'une apnée de la phase de ventilation suivie de la phase d'apnée ou hypopnée. Donc, plus longue est le temps de circulation, plus long sera la durée de la période de notre respiration périodique des apnées centrales dans l'insuffisance cardiaque. Voilà, donc là, je vous reprends quand même la définition des respirations de Cheyne-Stokes, parce qu'on peut avoir des patients qui font des apnées centrales, mais ce n'est pas que si on a beaucoup d'apnées centrales, on a forcément une respiration de Cheyne-Stokes. La respiration de Cheyne-Stokes a une définition très précise, et pour mettre l'étiquette des respirations de Cheyne-Stokes, il faut bien être sûr d'avoir tous les critères. La respiration de Cheyne-Stokes a été décrite il y a longtemps, justement dans des patients avec des insuffisances cardiaques très très sévères. Et donc, ce qu'il faut avoir, c'est d'avoir au moins 3 apnées ou hypopnées centrales. Bon, ça, c'est pas compliqué. On se pose la question d'avoir ou pas une respiration de Cheyne-Stokes. Normalement, quand on a des IAH conséquents, donc un IAH au moins supérieur à 5, vous savez, c'est la seuil de normalité, il faut avoir un certain nombre d'apnées centrales. Et ce qui caractérise la respiration de Cheyne-Stokes, c'est cette forme en crescendo, décrescendo, vous voyez, de la phase d'hyperventilation. Donc, on peut avoir des hypopnées, comme vous voyez ici, on a une réduction progressive du débit, avec un débit qui reste bien pointu, qui veut dire qu'on n'a pas d'obstruction au niveau des voies aériennes. L'air passe bien au niveau des voies aériennes supérieures, mais avec moins d'intensité parce que la commande centrale est réduite. Et après, vous voyez, ça monte. Et pendant la phase d'hyperventilation, ça redescend et parfois, on a des arrêts totaux de la respiration. Donc là, ce sont des apnées centrales. Ce qui est nécessaire pour définir la respiration de Cheyne-Stokes, c'est aussi une durée du cycle assez longue, c'est-à-dire la durée d'apnée ou hypopnée plus phase d'hyperventilation supérieure à 40 secondes. Donc ça, ce que je viens de vous dire par rapport à ce que je viens de vous dire sur la diapositive précédente, c'est relié au fait que le patient a une insuffisance cardiaque, a un temps de circulation prolongé, et donc ça permet vraiment d'utiliser cette définition que par les patients avec une fonction cardiaque, une dysfonction des ventricules gauche vraiment important, au point de provoquer une augmentation du cycle supérieure à 40 secondes. Alors, du coup, on l'a dit, si on regarde les apnées obstructives du sommeil et on utilise comme définition un index d'apnée-hypopnée supérieur à 15, on a dit que 30% des patients avec insuffisance cardiaque à FVG réduite ont un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, par rapport à 7% dans la population générale. Donc, on s'est posé la question d'essayer de comprendre pourquoi. Et cette réflexion a été faite à Toronto avant que j'y arrive en 2007 et a continué par la suite. Donc j'ai eu la possibilité de participer à cette thématique de recherche. Ce qu'on a remarqué, c'est que l'observation, c'était qu'il y avait d'autres conditions où les apnées obstructives du sommeil étaient très fréquents par rapport à la population générale. C'était l'insuffisance rénale terminale, l'hypertension et encore plus l'hypertension résistante aux médicaments. Et du coup, la réflexion a été faite, c'est quoi qui ont en commun ces pathologies? Et ce qu'on s'est dit, c'est que toutes ces pathologies ont en commun le fait d'avoir une rétention hydrosodée. Donc on s'est dit, est-ce que cette rétention hydrosodée, cet excès de fluide, peut
favoriser la survenue d'apnée obstructive du sommeil dans l'insuffisance cardiaque et aussi dans les autres conditions. Pour les apnées centrales du sommeil, même chose, on a dit à l'entour de 20% IH supérieur à 15 dans l'insuffisance cardiaque, très rare dans la population générale, moins de 1%. Et là aussi, il y a une autre condition dans laquelle les apnées centrales sont assez fréquentes, c'est l'insuffisance rénale terminale. Et là aussi, les deux conditions partagent en commun la rétention hydrique. Donc, on a commencé à travailler sur cette thématique pour voir si cette condition, la rétention hydrosodée, pouvait provoquer d'un côté les apnées obstructives et de l'autre côté les apnées centrales dans l'insuffisance cardiaque. Les principes sont ceux-ci. L'être humain qui passe normalement ses journées en position debout ou assise a tendance à accumuler dans les jambes, dans les membres inférieurs, un excès de fluide qui peut être présent dans l'organisme. Donc, si on prend par exemple l'insuffisance cardiaque, vous savez, il y a une rétention hydrosodée qui vient de la dysfonction du myocarde, et vous voyez que vous avez l'habitude de voir des édèmes dans les jambes, dans les membres inférieurs, qui sont plus graves le soir que le matin, à cause de la position, à cause de l'effet de la gravité de la position dont les patients restent pendant la journée. Et bien sûr, quand ils s'allongent, les édèmes pendant la nuit, normalement, ils ont l'habitude de s'améliorer parce qu'il y a une redistribution des fluides dans la partie haute du corps. On peut voir, par exemple, des édèmes surtout au niveau du visage, du main, le lendemain matin. Donc, on s'est posé, donc c'est un peu comme si vous prenez une bouteille demi-pleine d'eau et vous la mettez en horizontale, les fluides, à cause de la gravité, passent à la partie haute de la bouteille. Effectivement, une série d'études qu'on a fait, que je vais rapidement vous montrer, ont montré un déplacement de ces fluides à niveau de la partie haute, là, ce qu'on a vu avant, avec une congestion, pendant la nuit, avec une congestion jugulaire, un édème des tissus mous autour des voies aériennes supérieures et donc une plus facile survenue d'apnée obstructive du sommeil. La même chose pour les apnées centrales. Les moments où les patients avec insuffisance cardiaque s'allongent pour dormir, il va aggraver sa congestion pulmonaire qui va déclencher les cycles que je vous ai montrés tout à l'heure, qui va donner des apnées centrales consécutives et parfois avec un profil de respiration de chest-ox. Bon, là, je vais plutôt vite sur ça, parce que sinon ça va prendre trop longtemps. Donc, ce qu'on a fait, du coup, une fois qu'on avait fait l'hypothèse, c'était de prendre des sujets avec insuffisance cardiaque, les allonger pendant la journée en condition d'éveil, d'appliquer des pantalons anti-choc au membre inférieur avec une pression de 40 mm de mercure pendant 5-15 minutes, ça dépendait un peu des différentes études qu'on a fait. Donc on va pratiquement à comprimer les tissus des membres inférieurs pour faire remonter de façon aiguë les fluides et voir ce qui s'arrive à niveau d'éveil, à niveau physiopathologique. On a fait ça pour accélérer le processus qui a lieu normalement pendant plus longtemps pendant la nuit. On a mesuré les volumes de fluides dans les gens avant et après l'application de la pression positive, les modifications qui venaient à la suite de ça à niveau de la circonférence cardiaque. On a mesuré les résistances à niveau des voies aériennes supérieures et la ventilation, et on a mesuré la CO2 transcutanée. Et ici, vous voyez, on a pris 18 patients avec des apnées obstructives et 10 avec des apnées centrales. Et vous voyez qu'ils n'ont pas des différences significatives, sauf les patients avec des apnées obstructives, ils ont un insuffisance mitrale qui est moins grave par rapport au central. On a un NT-proBNP qui est plus augmenté chez les patients avec insuffisance cardiaque et des pressions du ventricule droite qui sont augmentées plus chez les centrales versus les obstructives. Et ça va un peu avec ce que je viens de vous dire, plus des paramètres en faveur d'une majeure charge hydrique et des pressions à niveau des patients avec insuffisance, surtout centrale. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça va prendre trop longtemps. Je vais avoir 1 heure de temps ou 1 heure et demie. 1 heure.
Oui, oui, tout à fait. Donc, parce que sinon, donc je vais moduler un peu. Donc là, c'est pas trop. Non, donc l'étape, ce qu'on a montré du coup, rapidement, c'était qu'effectivement, on avait une augmentation des résistances à niveau des voies aériennes supérieures chez les patients qui avaient surtout des apnées obstructives. Et chez les patients qui avaient surtout des apnées centrales, on avait surtout une réduction du CO2. Donc vous voyez, effectivement, on arrive à déplacer du fluide avec cette technique à l'éveil. Et à l'éveil, ce déplacement du fluide est capable d'augmenter les résistances des voies aériennes supérieures dans les patients qui, la nuit, vont faire surtout des apnées obstructives, donc en faveur, effectivement, du mécanisme qu'on avait hypothisé. Et dans les centrales, on a une réduction du CO2, donc une augmentation de la ventilation qui peut expliquer, du coup, les rôles du fluide dans l'hyperventilation et les apnées centrales. Ensuite, on a pris des patients qui venaient pour faire une polysonographie la nuit. On a mesuré toujours les volumes des jambes les soirs et les matins, cette fois-ci. Donc, on a attendu que les fluides déplacés de la partie inférieure et supérieure du corps de façon spontanée pendant le sommeil, ce qui arrive normalement à nos patients. Et on a mesuré toujours les modifications de la circonférence du cou du matin au soir et la CO2 transcutanée pendant la nuit. En plus, les patients avaient bien sûr une échocardiographie et l'NT-proBNP. Ce qu'on a retrouvé, c'est ça. On avait 35% avec des apnées surtout obstructives et 22% avec des apnées surtout centrales. Et vous voyez qu'ici, vous avez la quantité de fluides déplacés de façon spontanée la nuit des jambes à la partie supérieure du corps pour chaque jambe. Vous voyez, donc, du coup, par exemple, ce patient a 300 ml d'une jambe. Et pour les deux jambes, ça fait 600 ml, donc plus d'un demi-litre de fluide. Donc, vous imaginez une demi-bouteille qui passe à la partie haute du corps. Et pour les apnées obstructives du sommeil, on a une bonne corrélation entre la quantité de fluide qui se déplace la nuit et l'augmentation de la circonférence du cou, qu'on a aussi dans les patients avec apnée centrale, mais vous voyez, la relation est un peu plus large. Ce qu'on trouve de façon spécifique dans les patients avec l'apnée centrale et plus convaincant, c'est cette réduction entre la quantité de fluides qui se déplacent et les niveaux de CO2 pendant la nuit. Plus les fluides qui se déplacent la nuit est important, vous voyez ces patients à 600 ml, ça veut dire 1,5 litre fluide, 1 litre 200 de fluide qui se déplace à la partie haute du corps. Vous voyez, ces patients, c'est celui qui va avoir la CO2 la plus basse, 34 mm de mercure. Et ici, ce qui nous intéresse plus, c'est la relation entre le fluid shift, les déplacements du fluide, et l'index d'apnée-hypopnée. Vous voyez, il y a une très belle relation qui est valable pour les apnées centrales et pour les apnées obstructives, avec plus de fluide, une quantité de fluide plus importante pour les centrales. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée générale. Du coup, les patients avec insuffisance cardiaque, ils ont ce déplacement rostral. C'est le fluide va surtout au niveau du cou, parce qu'il est moins important en quantité, on va avoir des apnées obstructives. Si c'est surtout au niveau du thorax, parce qu'il y a beaucoup de fluide, on aura surtout des apnées centrales. Et bien sûr, quand les conditions hémodynamiques du patient changent par rapport à l'histoire naturelle de sa maladie ou par rapport à l'évolution du soir au matin pour chaque patient, on pourra virer d'un type d'apnée surtout centrale ou surtout obstructif. Par rapport à... Donc, j'ai fini avec la physiopathologie. C'était la partie peut-être la plus dure, mais qui, je pense, c'est quand même s'explique beaucoup de choses, soit au niveau des mécanismes, soit au niveau des possibilités d'agir à niveau thérapeutique. Alors, par rapport à la clinique, c'est important de savoir, comme je vous l'ai annoncé déjà au début, ce n'est pas l'obésité qui fait la prévalence plus importante des troubles respiratoires du sommeil dans l'insuffisance cardiaque. C'est surtout, du coup, ce n'est pas du tissu gras, mais c'est surtout du fluide, ça, vous l'avez bien compris. Les patients, en moyenne, les patients avec insuffisance cardiaque sont moins somnolents des patients sans insuffisance cardiaque à parité des gravités d'apnée obstructive et centrale. Et ça, là, c'est un papier qui a été publié en 2014, toujours par l'équipe de Toronto, qui montre un peu les mécanismes par lesquels les patients avec insuffisance cardiaque sont moins somnolents que les patients sans insuffisance cardiaque. Comme je vous le disais, les points principaux, c'est l'augmentation de l'activité sympathique pendant le sommeil.
Vous savez que l'augmentation de l'activité du système sympathique dans le patient insuffisant cardiaque est un mécanisme compensatoire de la réduction de la fonction du ventricule gauche, avec les bénéfices et les risques de cette hyperactivité. Une des conséquences négatives de l'hyperactivité, c'est la fragmentation du sommeil, c'est-à-dire le système sympathique participe, c'est un circuit d'éveil, donc c'est quelque chose qui va empêcher le sommeil, va rendre le sommeil plus court et fragmenté, ce qui caractérise les patients avec insuffisance cardiaque. Mais en même temps, les patients insuffisants cardiaques, même s'ils dorment peu et mal, ils ne sont pas somnolents. Ils ne somnolent pas pendant la journée, en général, les plus souvent. Et au contraire, c'est plutôt une fatigue qui reporte. Donc, les profils cliniques et aussi les choses du coup qu'on doit demander à notre patient avec insuffisance cardiaque quand on cherche des apnées du sommeil, ce n'est pas trop la somnolence, c'est surtout l'insomnie, les temps de sommeil courts et la fatigue. Pourquoi, du coup, c'est important d'étudier les troubles respiratoires du sommeil dans l'insuffisance cardiaque? Première chose, parce qu'ils sont fréquents, on l'a vu. Deuxième chose, parce que si on regarde l'impact d'avoir un trouble respiratoire du sommeil, n'importe quel type, sur la survie de nos patients. Vous voyez, si on prend tous les patients là au début, on va les suivre pendant 10 ans et on compare les patients qui n'ont pas de troubles respiratoires du sommeil, donc un IH inférieur à 5, avec un trouble du sommeil léger, modéré ou sévère. Vous voyez comment l'effet d'avoir un trouble respiratoire du sommeil de plus en plus grave va avoir un impact de plus en plus important sur la mortalité de nos patients. Donc, c'est important parce qu'il y a cette relation entre la présence et la gravité du SAS et la mortalité. En plus, si on va un peu plus loin et on va voir les types d'apnées, et on voit les patients en bleu qui n'ont pas d'apnée du sommeil, en vert les apnées obstructives et en rouge les apnées centrales, on voit que la mortalité augmente avec les passages d'obstructive à centrale. Et du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? Si les troubles respiratoires du sommeil sont fréquents dans l'insuffisance cardiaque, si l'effet d'avoir un trouble respiratoire du sommeil dans l'insuffisance cardiaque est associé à une augmentation de la mortalité, on va essayer de les traiter pour améliorer la mortalité de ces patients, que vous savez est très très élevée, malgré les avancées de médicaments dans ce domaine dans les dernières années. Bien sûr, les bêta-bloquants, ils ont fait une grosse différence, mais la mortalité reste très, très élevée d'une pathologie qui est fréquente en plus. Donc, il y a beaucoup d'études observationnelles, beaucoup d'études non randomisées observationnelles, mais les premières études randomisées contrôlées où on a décidé de traiter les apnées du sommeil centrales, cette fois-là, qui est centrale dans l'insuffisance cardiaque, et voir si on pouvait de quelque façon améliorer la mortalité. C'est l'étude CAMPAP, étude canadienne, toujours Toronto. Et vous voyez ici les résultats de l'étude. On a première analyse en intention de traiter, c'est-à-dire on a comparé les patients avec insuffisance cardiaque à FEVG réduite inférieure à 45%, index d'apnée-hypopnée supérieur à 15 et surtout apnée centrale, plus de 50%. On les a randomisés en PPC et... je pense que j'ai plus de temps. Ah oui. PPC et non PPC. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. On a un P de 0,5 à 60 moins. Donc, on n'a pas été capable de montrer un effet positif de la PPC sur la mortalité dans ces patients. Mais en analyse post-doc qui a été faite sur ces patients, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de patients mis sous PPC où l'apnée centrale du sommeil n'était pas traitée. Il y en avait beaucoup qui avaient encore un IH supérieur à 15 sous machine. Donc on s'est dit, alors on n'est pas vraiment en train de traiter nos patients, c'est comme si vous donnez un antihypertenseur pour voir si vous arrivez à améliorer la mortalité et l'antihypertenseur n'agit pas sur la tension artérielle. Donc c'est un peu la même chose. Donc on a fait une analyse en post-doc où on a comparé les patients qui les contrôlent, vous voyez ici en noir, les patients qui étaient mis sous PPC
qui a continué d'avoir des apnées hypopnées supérieures à 15, donc qui n'étaient pas traités. Ils avaient la machine, mais ils étaient encore des patients insuffisants cardiaques avec des apnées centrales, avec les sous-groupes des patients où la PPC est efficace. Et donc là, vous voyez que quand la PPC était efficace, la mortalité s'améliorait énormément. Bien sûr, comme vous le savez, c'est toujours des études en post-doc. Donc cette étude n'était pas conçue pour faire ce type d'analyse. Donc, les interprétations qu'on fait, malgré, sont plutôt impressionnantes et aussi logiques du point de vue physiopathologique, ne nous permettent pas de conclure de façon définitive. Du coup, sur la base de ça, l'étude Servachev. L'étude Servachev a décidé de prendre les mêmes patients de l'étude CAMPAP, donc les patients avec insuffisance cardiaque, FEVG réduite, et des apnées surtout centrales, et cette fois-là, de les traiter par ventilation autoservie, qui est une ventilation qui a été à pression positive, à 2 niveaux de pression. Je vais vous montrer un peu comment marche ce type de ventilation, même si je n'ai pas trop le temps. Et du coup, cette machine a été conçue, ce type de ventilation a été conçu pour les patients avec insuffisance cardiaque, pour arriver à traiter les apnées centrales du sommeil. Donc, on a une pression expiratoire des bases qui sert surtout pour garder ouvert les voies aériennes supérieures en cas d'apnée obstructive, mais ce n'était pas le cas ici, et une pression inspiratoire qui change au fur et à mesure par rapport à la présence ou absence d'apnée centrale du sommeil. Donc, si vous faites une apnée centrale du sommeil, la machine va intervenir et ventiler le patient. Si vous commencez à faire une hypopnée centrale, la machine va intervenir pour augmenter la ventilation et corriger l'hypopnée. Du coup, on n'était pas efficace sur la mortalité avec la CPAP, la PPC en CAMPAP. On fait Servachev et on va essayer avec la ventilation autoservie de voir si on arrive mieux à contrôler des événements centrales et du coup améliorer la mortalité de ces patients. Et vous tous le savez, alors Servachev, 1325 patients, en endpoint primaire qui n'était pas que la mortalité, mais était les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, survenue de fibrillation atriale et d'autres endpoints. Il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Il faut savoir que l'index d'apnée-hypopnée passait en moyenne de 31 à 7, donc on n'arrivait pas à franchir la seuil des 5, quand même de normalité. Les patients étaient suivis pendant 2,6 ans. L'observance était 3,4 heures par nuit, donc pas énorme. Surtout, vous connaissez la seuil des 4 heures, qui est un peu la seuil considérée minimale pour avoir un bénéfice. Il y avait un gros composant des gens qui sortaient du groupe ventilation autoservie et beaucoup de patients qui passaient des contrôles à ventilation autoservie. Donc, pas de résultats, pas d'effet sur les endpoints primaires, mais la chose qui a posé problème, c'était qu'il y avait une surmortalité dans les patients traités par ventilation autoservie par rapport aux patients contrôle, donc grosse alerte. Et en plus, cette surmortalité était reliée surtout à mort subite pendant la nuit, probablement sur la base d'arythmie, qui a fait beaucoup de peur, qui a amené beaucoup de médecins et beaucoup de sociétés scientifiques à décider d'arrêter ce type de traitement, la ventilation autoservie. L'étude Servachev a été interrompue et de ne pas utiliser plus la ventilation autoservie chez les patients avec insuffisance cardiaque et FEVG réduite. Advent-HF était en cours à ce moment-là, donc grand problème. Et pourquoi la ventilation autoservie devrait augmenter la mortalité chez ces patients? Quand on vient de voir par différentes façons que l'effet d'avoir une insuffisance cardiaque peut avoir des conséquences négatives sur le cœur. Alors, la première hypothèse qui a été faite, c'était peut-être qu'au contraire, ce qu'on a cru, les apnées centrales du sommeil sont un mécanisme compensatoire qu'il faut garder chez les patients. C'est sur cette base qu'on a décidé d'arrêter cette étude de ventilation et d'arrêter de traiter ces patients, même avec d'autres traitements, PPC par exemple. L'autre hypothèse était, est-ce que c'est spécifique de ce type de ventilation utilisée dans Servachev, l'effet d'augmenter la surmortalité?
je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais si vous avez des questions par la suite, on pourra le voir. La machine, qui était une machine ResMed qui était utilisée à l'époque, l'ancien modèle, ce n'est pas le modèle qu'on a aujourd'hui, avait des pressions minimales qui n'étaient pas 0. Il y avait un EPAP minimal à 5 et un aide inspiratoire à 3, qui veut dire que le patient insuffisant cardiaque, même s'il est en train de respirer normalement, il ne fait pas d'apnée, il a 5 d'EPAP et 8 d'IPAP toute la nuit. Donc avec des pressions, certains niveaux de pression qui peuvent être délétères par un patient avec insuffisance cardiaque. Et de l'autre côté, il y a une ventilation permanente parce que l'aide minimale était à 3 et donc les patients pouvaient être hyperventilés avec une hypocapnie encore plus exagérée dans ces patients avec alcalose, hypokaliémie et arythmie. Du coup, vu que les points faibles des études randomisées précédentes, CAMPAP et Servachev, étaient probablement un problème de pression, une observance qui était insuffisante et un contrôle non optimal des événements par les machines précédentes, Advent pouvait répondre à cette question. Du coup, Advent, c'est une étude randomisée contrôlée avec FEVG réduite, et des patients qui ont des apnées centrales, IH supérieur à 15, mais aussi des apnées obstructives. Les deux types de patients sont inclus dans l'étude. Il y a une évaluation basale, la randomisation. On avait prévu de faire 430 patients en VAA et en contrôle, et 430 patients en ventilation autosérie. Il y avait un certain nombre d'étapes et l'endpoint primaire est toujours les mêmes, toutes les causes de mortalité, transplantation, hospitalisation, FA, etc. Du coup, par rapport aux premiers 2 points, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, la machine utilisée en Advent HF, qui est la machine Philips, l'ancienne machine, a des niveaux de pression différents. Elle a un EPAP minimal à 4, un pressure support minimal à 0. C'est-à-dire, si le patient ne fait pas d'apnée, ne fait pas des respirations de Cheyne-Stokes, il a 4 de pression sans aide inspiratoire pendant toute la nuit. Là, je ne peux pas rentrer dans le détail, je n'ai pas le temps. J'ai surestimé les temps à disposition. L'autre conséquence était l'effet d'avoir moins de 4 heures d'utilisation et ne pas contrôler totalement l'événement peut donner des conséquences en termes, peut expliquer pourquoi on n'arrive pas à améliorer la mortalité en ces patients. Et du coup, il y avait des premiers résultats d'Advent qui étaient publiés en 2019 sur un premier groupe de patients inclus entre 2010 et 2017, où on regardait l'observance à 1 mois et à 12 mois. Donc, je vais vite sur ça, mais pas trop vite quand même. Vous voyez que sur les premières 136 patients inclus dans l'étude, et randomisés dans les groupes machines, bien sûr, pas les contrôles, on était à 1 mois à 4,7 heures d'utilisation et 4,4 heures à 1 an. Donc, vous voyez des observances vraiment des bons niveaux supérieurs à les 4 heures, considérées un peu la limite pour avoir une efficacité. Donc, je vais vite sur ça. Et en plus, alors, je ne sais pas où c'est le donné, mais je voulais vous montrer l'index d'apnée-hypopnée là. L'index d'apnée-hypopnée basal était 43 dans les groupes apnée obstructive, 50 dans les groupes apnée centrale. Et vous voyez que l'IH était parfaitement contrôlé dans les 2 groupes inférieurs à 5 à 1 mois et à 1 an. Donc, en Advent, avec cette machine, avec ce type de protocole, avec ce type de patients, dont les caractéristiques sont ici, on arrive à avoir une bonne observance et une bonne efficacité sur l'index d'apnée-hypopnée. Donc, on n'a plus d'excuses pour dire qu'il pourrait quand même avoir un effet sur la mortalité. Du coup, je suis perdue. Je vais aller vite au résultat parce qu'on n'a pas trop de temps encore. Au dernier résultat, du coup. Là, c'est un patient. Bon, c'est quand même un atelier, donc je vais vous montrer un de mes patients que j'avais inclus dans l'étude. Vous voyez, là, c'est des sorties machines. Je ne sais pas si vous avez l'habitude.
Là, vous avez des août 2020 jusqu'à juin 2021. Vous voyez, là, vous avez les heures d'utilisation chaque nuit et vous voyez qu'on a des temps d'utilisation très bons. Il y a des jours où les patients font un peu moins bien, mais en général, c'est une très bonne observance. Et vous voyez qu'il y a quelque chose, tout d'un coup, les 15 juin 2021, les patients arrêtent d'utiliser la machine. Ici, vous voyez un peu la même chose, l'utilisation jour par jour avec les tranches horaires. Vous voyez, c'est quand même un sommeil un peu fragmenté, mais pas trop mal. Il y a des périodes où les patients dorment un peu moins bien. Vous voyez, là, il met la machine pendant 1 heure, il enlève 2 heures, il la met encore 1 heure. Là, il la met juste un petit bout de nuit. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est moins de 3 heures. Un bout de nuit, après, il ne la met pas. Il y a des nuits, il ne la met pas. Mais en général, ça va. Et là, tout d'un coup, il arrête la machine. Qu'est-ce qui s'arrive le 21 juin 2021 ? Vous voyez, si on regarde les données machines, l'index d'apnée-hypopnée était très très bien contrôlé, on est à 0,6, on n'a pas, il y a des fuites de quelque part, il n'y a pas de fuite, voilà, les pressions sont bien. Et voilà, là c'est une nuit d'exemple, vous voyez, ça c'est les modifications de l'EPAP et de l'aide inspiratoire pendant la nuit, capables de régler totalement les apnées et les hypopnées, les limitations du débit, avec pas de fuite. 15 juin 2021, vous savez, la notification de sécurité chez Philips, donc on a dû arrêter les inclusions en Advent, on a dû arrêter les traitements des patients qui étaient inclus dans l'étude parce que Philips a annoncé qu'il y avait des machines qui posaient des problèmes. Vous savez, il y a eu, les machines ont été retirées aux États-Unis et en Europe et en France, où moi j'étais à ce moment-là, on était obligés d'arrêter le traitement. Les patients, la plupart des patients n'étaient pas contents, mais bon, on a dû arrêter le traitement. Là, je ne peux pas vous parler de ça, je suis désolée, mais il faut vraiment que je vais au résultat principal. Bon, il faudra que je revienne pour l'année prochaine. Je rigole. Du coup, là, je vais vous montrer vraiment les résultats sur la mortalité, c'est ce qui est plus important à partout. Là, c'est juste pour vous refaire un résumé. En Advent, on a inclus les premiers patients le 22 septembre 2010. Donc, c'est une étude qui a duré 12 ans. 11 ans, parce qu'on a arrêté l'année dernière. Il y a eu, bien sûr, avec la sortie des données SERVA-CHEF, un gros ralentissement des inclusions. En France et en Allemagne, ils ont interdit de continuer à inclure les patients avec apnée centrale à la suite de ces résultats, ce qui n'était pas le cas par les autres pays européens et Canada et États-Unis. Après, on a eu la pandémie. Bien sûr, c'était compliqué de conduire une étude comme ça chez des patients insuffisants cardiaques. C'était impossible de les faire venir à l'hôpital. On a terminé les recrutements le 28 février 2021. Les fins suivies étaient prévues pour le 31 août. On était obligé de l'avancer au 15 juin pour cette fameuse alerte de sécurité de Philips. On a gelé la base de données en décembre 2021 et les données des premiers résultats étaient faites, je vous l'ai dit, en août 2022 à Barcelone au congrès des cardiologues et en septembre, toujours à Barcelone, à l'ERS. Donc, ici, les résultats, bien sûr, sont des études qui ne sont pas encore publiées. Donc, ce n'était pas, donc, moi, je vous les présente parce que je fais partie du comité scientifique de l'étude. Donc, je vous encourage de ne pas trop diffuser, faire pas trop de photos parce que ce sont des données présentées à un congrès, mais ne sont pas encore publiées dans un journal, donc ne sont pas encore révisées. Donc, il y a cette limite. De toute façon, ici, vous avez les caractéristiques. Donc, des 430 patients qu'on devait inclure, vous voyez qu'on a inclus un peu moins de patients. Vous voyez, ce sont des patients qui sont un peu plus jeunes par rapport aux patients de SERVA-CHEF. Sont surtout des hommes, presque 90%. L'index de masse corporelle n'est pas trop élevé, pas de différence. Là, vous avez la cause ischémique ou non ischémique, c'est à peu près moitié-moitié. La classe NYHA, vous voyez, on a des patients qui sont, je vous le dis parce que je ne vous l'ai pas montré, un peu moins graves en termes de dyspnées, en termes d'NYHA. On a surtout des patients qui sont en classe 1, 2, 3 et SERVA-CHEF, c'était surtout 2, 3, 4. L'FVG est similaire à celle des SERVA-CHEF, 33%, pas de différence entre les deux groupes. Et là, vous avez les comorbidités.
Les portes, pas de surprise, 6 des portes, ce ne sont pas des patients somnolents. Et là, vous avez les types d'apnée qu'on a inclus. Donc, je vous ai dit, on a inclus du coup 375 dans les groupes contrôle et 356 dans les groupes non contrôle par rapport aux 430. Les gros problèmes, c'était que par rapport aux 430, il y en avait un peu plus obstructif qu'on a inclus par rapport au prévu, mais on a inclus beaucoup moins d'apnée centrale par rapport à ce qu'on avait prévu. D'un côté, parce que, comme je vous l'ai dit, après la sortie Servachev, en France, en Allemagne, ce n'était pas possible d'inclure des patients avec apnée centrale. Et les cardiologues des autres pays nous envoyaient de moins en moins des patients plus graves et donc des patients avec des apnées centrales pour l'étude. Donc ça, c'est la limite de notre étude. Là, vous avez les IAH, des IAH très élevés, un sommeil très, très fragmenté. Résultat principal, pas de différence. Vous voyez, tous les patients, groupe contrôle et groupe ASV, pas de différence en termes de mortalité. Donc, une étude négative. Mais pas de surmortalité dans les groupes ventilation autoservie, même si on va voir dans les deux sous-groupes, qui apnée obstructive et qui apnée centrale, pas de différence. Si on regarde que la mortalité et pas les hospitalisations, etc., encore pas de différence, mais résultat rassurant parce qu'il n'y a pas de surmortalité dans le groupe ASV, même pour les deux sous-groupes. Et donc, en conclusion, l'étude Advent, avec une machine qui est utilisée de façon satisfaisante, supérieure de 4 heures par nuit, qui est capable de traiter complètement les anomalies respiratoires au cours du sommeil, on n'arrive pas à montrer un bénéfice en termes de mortalité. La seule chose qui reste à voir, c'est qu'on a inclus, alors on peut conclure ça pour les apnées obstructives, parce qu'on inclut même plus de patients par rapport à ce qu'on avait prévu. Par contre, pour les apnées centrales, on était très loin de l'objectif des 430 patients qu'on avait prévu d'inclure pour pouvoir montrer un bénéfice. Donc, bonne nouvelle, pas de surmortalité. Ce qu'on attend sont les résultats sur la qualité de vie pour voir s'il y a un intérêt à traiter quand même les patients avec apnée obstructive non somnolents, parce qu'ils ne sont pas somnolents normalement, parce qu'on va améliorer la qualité de vie. Parce que ces patients, normalement, avec apnée obstructive du sommeil et insuffisance cardiaque, on ne les traite pas parce qu'ils ne sont pas somnolents. Mais si on arrive à montrer avec les analyses suivantes qu'on va faire sur les données, qu'il y a une amélioration de la qualité de vie, de la fatigue chez les patients, on pourra avoir des moyennes, des arguments pour dire de traiter cette anomalie respiratoire chez ce type de patients où la qualité de vie est très très impactée par la maladie, mais ça ne suffira pas pour améliorer la mortalité. Reste un point d'interrogation sur les apnées centrales, mais je suis sûre qu'il n'y aura personne qui va commencer une étude randomisée contrôlée. C'était vraiment très 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 compliqué. Tous les centres de référence qui s'occupent de ce type de patients ont participé à Advent et personne n'a envie de se remettre dans une étude comme ça. C'est très compliqué, trop compliqué. Et du coup, pour le moment, on n'a pas de moyens et on ne peut pas savoir s'il y a un bénéfice de traiter l'apnée centrale du sommeil dans l'insuffisance cardiaque FEVG réduite. Merci. Merci beaucoup, professeur Stefania, pour cette présentation très claire, assez exhaustive, bien illustrée. Je vous remercie également d'avoir partagé avec nous les résultats de l'étude Advent. Ça va certainement nous rassurer plus dans la prise en charge de nos patients cardiaques avec le SAUS. Donc, on va passer aux questions, mais avant, je voudrais juste vous poser une petite question. On parle souvent de la prévalence du SAUS dans l'insuffisance cardiaque, mais qu'en est-il de l'effet inverse? Est-ce que l'insuffisance cardiaque pourrait être une conséquence du SAUS? Alors, c'est sûr qu'on connaît, bon, je ne suis pas rentrée dans cette thématique, là aussi il faudrait faire la différence entre apnée centrale et obstructive. Il y a des choses qui sont similaires, c'est-à-dire les mécanismes qui font la liaison entre apnée de sommeil et conséquences cardiovasculaires
en termes d'hypertension, par exemple, en termes d'arythmie, par exemple, donc tout ce qui peut conduire aussi à l'insuffisance cardiaque, est l'hypoxie intermittente. Donc ça, c'est quelque chose qui est présent dans les apnées centrales et les apnées obstructives. On dit que l'hypoxie intermittente est plus sévère chez les patients avec apnée obstructive, mais ça c'est vrai si les patients par exemple sont obèses ou ils ont d'autres pathologies qui expliquent leur hypoxémie de base. En plus, les microéveils sont aussi une conséquence via l'activation du système sympathique, une moyenne entre apnée de sommeil et conséquences cardiovasculaires. Et ça aussi, c'est très vrai par tous les deux, central et obstructif. Ce qui est différent, c'est la composante pression intrathoracique qui est classiquement caractéristique des apnées obstructives. Pendant l'apnée obstructive, les voies aériennes sont fermées. Les patients continuent à faire des efforts pour ouvrir les voies aériennes en générant des pressions intrathoraciques négatives, très très négatives, jusqu'à moins 60, moins 170, moins 100 mm de mercure, qui veut dire une pression transpariétale du ventricule gauche très très élevée. Donc, il y a des études qui montrent une amélioration, une association entre apnée obstructive du sommeil et aggravation de la fonction du ventricule gauche. Il y a aussi des études qui montrent une amélioration de l'FEVG par PPC. Le problème, c'est que cette amélioration de l'FEVG, on n'arrive pas à la traduire une amélioration de la mortalité. C'est ça le problème. C'est sûr que l'apnée du sommeil aggrave la fonction du ventricule gauche, mais en traitant, parce qu'il y a des études qui l'ont montré, mais en traitant l'apnée du sommeil, on n'arrive pas à améliorer l'histoire de la maladie, qui est beaucoup plus que la simple FEVG, parce que la maladie à ce moment-là, quand on prend ces patients, est systémique, avec une activation des systèmes compensatoires qui est telle qu'on n'arrive probablement pas, au moins chez tous les patients, à atténuer et à faire rentrer. Donc il faudrait peut-être arriver plus tôt. Et là, quand on prend les patients et les met dans nos études, on est trop en retard par rapport à un bénéfice, au moins sur l'ensemble des patients. Merci beaucoup. On passe à la salle. Est-ce que vous avez des questions? Certainement. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions aussi sur le fonctionnement de la machine, je suis passée vite sur des diapositives. Je voulais que je réponde des choses avec plaisir. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser... Est-ce que quelqu'un d'entre vous a des patients insuffisants cardiaques, apnée du sommeil? Oui. OK. Et est-ce que vous avez l'habitude... Vous avez déjà des patients qui ont utilisé des ventilations auto-servies aussi? OK. Je ne sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche au Maroc par rapport aux machines. Moi, je vais parler de ma petite expérience. Oui. Donc, généralement, les patients cardiaques, je demande une titration. Donc, pour être vraiment... Au laboratoire? Oui, exactement, au laboratoire, pour être vraiment tranquille, pour ne pas prendre de risques. Et par la suite, on décide du traitement. Mais au Maroc, normalement, on a tous les appareils. Dr Ibrahimi, qui a plus d'expérience, je pense, en matière de sommeil. Donc, je vais vous passer la parole. En fait, oui, on a la Pacewave de chez ResMed avec qui on traite le SAS central. Nous avons une population d'insuffisants cardiaques qui font des symptômes d'apnée obstructive du sommeil sur lesquels nous n'avons pas beaucoup de problèmes. On les traite comme SAOS sans problème. Les gens qui font des apnées centrales, c'est vrai qu'on a tendance à les traiter par CPAP en mode constant, 10 cm d'H2O, et on voit. On ne les titre pas tellement au laboratoire, mais on fait on se fie un peu à la machine et on les surveille de façon assez régulière. On les voit à J10, à J30 et pratiquement chaque fois par mois pour voir les rapports machine. Mais ceci dit, nous n'avons pas beaucoup de malades qui sont traités pour SAS centrale pure. Ils sont plutôt mixtes, obstructifs et centraux, et pas vraiment centraux. Les centraux sont plutôt sous CPAP en mode constant. Okay. Oui, moi je pense que... Alors, même...
Alors, même avec des résultats positifs d'Advent qu'on n'a pas eu, je suis persuadée qu'il faut commencer par la PPC parce que plus la machine est simple, plus est facilement tolérée par les patients et plus est facile à gérer par les médecins. Donc je pense que c'est bien quand même, avec un patient avec insuffisance cardiaque centrale, une surobstructive, pas de question, centrale, d'essayer par une PPC. Après, si c'est un SAS vraiment central, pur, ou quand même un patient avec insuffisance cardiaque, FEVG très très altéré, normalement, dans mon expérience, une fois sur 2, une fois sur 3, la PPC ne marche pas. Et alors là jusqu'à hier, c'était impossible de mettre une VA si la FEVG était inférieure à 45%. C'est encore pas possible aujourd'hui parce que les résultats ne sont pas encore publiés et même quand ils seront publiés, il faudra convaincre les autorités des différents pays de ces résultats et avoir l'autorisation de pouvoir traiter parce que pour le moment, ce type de traitement est contre-indiqué, même si les résultats sont rassurants, ce soit clair, on ne peut pas aujourd'hui mettre un VA sur un patient qui a un FEVG réduite. Moi, j'espère qu'on arrivera à ça, pas parce que je veux mettre des VA chez tous les patients, mais parce que parfois, dans l'expérience que j'ai eue dans l'étude, par exemple, les patients, et j'espère que les analyses nous apporteront des résultats sur la qualité de vie, la vie de ces patients change de façon spectaculaire. Et sur les 25 patients que j'avais sous VAA en juin 2021, où j'ai dû arrêter la ventilation auto-servie, c'était vraiment très très compliqué. Il y en a eu 4 ou 5 qui voulaient à tout prix continuer le traitement et ce n'était pas possible parce qu'en plus on a dû récupérer les machines et les réenvoyer aux États-Unis. Et c'était vraiment très 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 compliqué. Donc on a essayé pour une partie de ces patients de passer à la PPC pour voir si on pouvait régler le problème. Pour quelqu'un ça marchait, pour d'autres ce n'est pas marché, ni du point de vue de l'index d'apnée-hypopnée, qui c'est surtout obsessionnel pour nous médecins, mais ni sur le niveau des qualités de sommeil et qualités de vie de patients. Donc, moi, je pense que c'est dommage de ne pas pouvoir avoir cet outil pour nos patients, en sachant que c'est probablement une partie limitée de patients qui vont l'avoir, enfin. Et il faudrait ensuite savoir lesquels, et savoir peut-être en avance, lesquels patients vont avoir un bénéfice en termes de qualité de vie. Donc ça, je pense qu'on pourra pas tout retirer de cette étude, mais peut-être qu'on pourra avoir quelques indications par rapport aux analyses multivariées qu'on va faire. Voilà. Il y a d'autres questions? Moi, j'en aurais une. En fait, merci de nous avoir rappelé que cette étude est très difficile parce qu'il y a en fait une hétérogénéité aussi de patients et que c'est très difficile d'avoir une réponse à quelque chose qui est très diverse. Dans la pratique, ce que nous voyons, c'est que même quand les apnées sont obstructives, la problématique qui va se poser, c'est qu'on va avoir tout de suite des malades qui vont adhérer au traitement, et puis ceux qui ne vont pas adhérer, et c'est les prestataires qui nous alertent, et en fait, c'est des apnées centrales qui apparaissent, qui émergent, et c'est là qu'il faut être attentif, combien même le FEVG était bon, ouais. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, parce qu'il y a des événements de vie, il y a l'insuffisance rénale, il y a plein d'événements qui surviennent, et c'est là qu'il faut avoir cette lecture d'apnée centrale qui doit être au premier plan. Alors aujourd'hui, on ne peut pas utiliser les machines dont on parle, mais il faut être attentif et avoir une vision, on va dire, entre guillemets, cardiologique, c'est-à-dire d'avoir une approche sur le cœur. Et moi, ma question là-dessus, c'est est-ce que vous avez dans votre expérience des réinterventions pour adapter la machine? Je pense que oui. Et quelles sont un peu votre conduite pratique? En général, hors insuffisance cardiaque ou... Oui, en général. Ouais. Oui. Donc, alors, déjà, je voudrais dire qu'ils vont bientôt sortir. Je ne suis pas sûre qu'ils vont être présentés au congrès de sommeil de Lille, là, en fin novembre. Les recommandations de la Société française des pathologies du sommeil sur la conduite à tenir dans les apnées centrales. Donc, c'est un travail qui a été fait il y a longtemps.
qui est en cours depuis longtemps, mais qui va en fait être conclu sur la base du coup aussi des résultats que je viens de vous montrer aujourd'hui, des Serva-Chef, des Facile-VA, qui est une étude des cohortes sur les apnées centrales qui est en cours en France et qui va être bientôt publiée. Et donc, je vous encourage à les voir et les lire, ces recommandations, dès qu'ils vont sortir, parce qu'elles sont vraiment très, très bien faites, de façon schématique, avec des réponses cas par cas. D'un côté, par exemple, sur les bilans étiologiques, donc vous l'avez dit, si on a des patients obstructifs qui, sous machine, développent tout de suite au cours du traitement, depuis, après quelques années, après quelques mois, des apnées centrales, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller chercher des problèmes cardiaques? Est-ce qu'il faut aller chercher des problèmes neurologiques? Est-ce qu'il faut aller chercher autre chose, des médicaments, par exemple, qui favorisent les apnées centrales? Donc, il y a tout un bilan étiologique à faire. Qui va être quand même un peu cadré parce qu'on avait un peu l'habitude de faire à tout le monde des échos cardiaques, des IRM cérébrales, etc., chose qui n'est pas forcément nécessaire s'il n'y a pas de clinique. Donc la clinique doit être quand même toujours au premier rang. Et ensuite, par rapport à la mise en place du traitement. Donc, PPC toujours en première intention. Après, par rapport, comme vous l'avez dit, moi, je pense que ça peut dépendre d'un centre à l'autre, c'est faire la titration au laboratoire plutôt que titrer un peu au domicile à distance en regardant les données machines sur quelques jours. Ça dépend un peu aussi de la réalité locale, c'est-à-dire il y a des patients, par exemple, nous en Sardaigne, on a des patients qui sont très loin et on n'a pas la télémédecine, donc c'est difficile de les faire venir toutes les semaines pour vérifier l'IAH. On ne peut pas voir à distance les données machines, donc ce qu'on fait, c'est de faire des hospitalisations qui est très très cher, mais on n'a pas d'autre façon. On ne peut pas faire partir les patients à 3 heures de route dans les montagnes de la Sardaigne sans savoir, insuffisant cardiaque, sans savoir ce qui sera de leur IAH et de leur situation hémodynamique. Donc, je pense que chacun doit faire un peu par rapport à ses patients, par rapport à son territoire, par rapport à ses ressources. Et les deux approches, par exemple, que vous avez dit, la titration au laboratoire ou le suivi proche à domicile du patient, laissent quand même entendre une attention particulière pour ces patients qui est fondamentale. Il y a une grosse peur des conséquences hémodynamiques, c'est-à-dire du risque de baisser les pressions de remplissage, par exemple, du cœur droit et de provoquer l'hypotension, les chocs, etc. Ça, je pense que c'est très, très rare. Ce qui est plus dangereux, c'est les risques d'hyperventiler ces patients. Donc, il faut faire attention avec l'aide parce qu'effectivement, ce sont des patients qui ont déjà des situations d'alcalose respiratoire, d'hypokaliémie très fragile, avec un risque, un rythme génique très, très élevé. Donc, c'est surtout ça qui doit faire peur. Donc, ne pas surventiler nos patients. Et l'autre chose très importante que je ne veux pas oublier de dire, c'est que c'est les genres de patients qu'il ne faut pas forcer. Et ça, il faut que ça soit clair avec les prestataires parce qu'on a l'habitude, ils ont l'habitude, les prestataires, de, entre guillemets, forcer de façon avec bienveillance les patients à utiliser leur machine, pour les SASP obstructifs classiques par exemple, de dire il faut la mettre, il faut la mettre, il faut la mettre, et insister, garder la machine, même si vous avez l'impression que ça ne va pas, etc. Ça, c'est absolument pas à faire chez les patients avec insuffisance cardiaque. Au contraire, il faut dire du début aux patients, si vous avez du mal à respirer avec votre masque, si vous avez l'impression que ça vous étouffe, si vous avez la moindre sensation des mal-être, des pertes de force, etc., surtout ne pas continuer à la mettre, arrêtez la machine, appelez le médecin et on va voir ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est un message très, très important pour les insuffisances cardiaques, bien sûr, mais je dirais en général pour les apnées centrales. Oui. Absolument. C'est sûr que ce sont des patients qui ne sont pas des patients pour nos pneumologues. Moi, j'ai commencé à faire la médecine du sommeil à Toronto en 2007 et on était dans le même étage avec les cardiologues et il y avait une collaboration très, très étroite. Donc, les patients étaient pris en charge au même temps, dans le même hôpital, au même étage,
par les pneumologues, partie troubles respiratoires du sommeil, et par les cardiologues, partie cardiaque. Donc, à partir de là, alors c'est quelque chose de très, très particulier qui date depuis longtemps parce que c'est un peu historique comme ça. Il y a une filière de recherche qui est comme ça, qui je n'ai vu de nulle part ailleurs et que ça n'existe pas, malheureusement. On n'arrive pas à convaincre nos cardiologues. Servachev, c'est sûr, ne nous a pas aidés à nous envoyer les patients et à collaborer avec nous sur les patients. Parce que c'est sûr que nous, de notre côté, on ne peut pas faire tout seul, mais je pense que tant que pneumologue, on a tendance de prendre un peu trop les patients pour nous, autres types de patients, mais pas les cardiaques. Je pense qu'une personne entre nous a du mal à partager un patient avec insuffisance cardiaque sévère avec un cardiologue, au contraire. Et cette collaboration est fondamentale. C'est sûr qu'il faut connaître très bien la situation hémodynamique, mais ce n'est pas juste l'FEVG, c'est un écho fait d'une certaine façon, c'est la connaissance globale de la pathologie, parce que l'insuffisance cardiaque n'est pas que la dysfonction du ventricule gauche, mais une pathologie globale qui les cardiologues connaissent, et pas tous les cardiologues en plus, il y a des cardiologues experts en ça. Et du coup, je pense qu'effectivement, la collaboration est fondamentale. Il faut que les traitements médicaux soient au mieux, et ce n'est pas nous cardiologues qui on peut le dire. Et ce n'est pas forcément toujours les mêmes. C'est un traitement qui doit être modulé au fil du temps. Par exemple, on a vu les rôles du fluide. Donc, un changement de la rétention hydrosodée est super important aussi. Ça, on peut le faire. On peut donner des messages aussi aux patients, contrôler le poids, voir les modifications du poids. Moi, j'ai eu pas mal de patients avec des fluctuations de l'index d'apnée-hypopnée sous PPC, par exemple, qui vont plus ou moins bien par rapport à leur poids. Et leur poids, normalement, c'est justement la rétention hydrosodée qui ont tendance à virer en centrale parce qu'ils développent, par exemple, un trouble du rythme, une fibrillation auriculaire qui survient ou une accélération de la fibrillation auriculaire qui va déstabiliser la situation hémodynamique, faire virer les types d'apnée d'obstructive au central, et donc la machine qui a été réglée pour des apnées surtout obstructives n'est plus capable de régler les troubles respiratoires du sommeil qui sont devenus centrales. Donc, ce sont des patients qui vont être suivis, comme vous l'avez dit, au début de façon très très rapprochée, mais aussi au fil du temps. Idéalement, la télémédecine est l'idéal pour ces patients. Ils sont déjà télésuivis normalement pour leurs problèmes des défibrillateurs, etc. Il faudrait les télésuivre aussi pour l'aspect traitement des troubles respiratoires du sommeil avec des alertes, des IH qui augmentent, des observances qui descendent. Et ça pourrait être aussi le moment d'agir avec les cardiologues et modifier le traitement avant que le patient devienne trop grave, c'est-à-dire la déstabilisation de la respiration au cours du sommeil, pourrait être une moyenne, je sais plus, par les cardiologues pour voir la situation du patient du point de vue global de l'insuffisance cardiaque. Donc, commencer à avoir une déstabilisation de l'index d'apnée-hypopnée, ça aussi, nous, on le voit, on l'a vu chez des patients qui allaient bien sous machine, qui, au bout d'un moment, sont hospitalisés par insuffisance cardiaque, pour décompensation cardiaque, et en revenant en arrière sous les sorties machines, on voit que quelques jours avant le passage à l'hôpital, les patients commençaient à décompenser du point de vue de l'index d'apnée-hypopnée. Donc, ce serait bien que ce soit une donnée utilisée par les cardiologues. Donc, nous, on doit s'appuyer sur les cardiologues pour traiter au mieux la pathologie systémique de l'insuffisance cardiaque, et les cardiologues devraient s'appuyer plus sur nous pour cette suivi des machines, pour les mettre sous machine et pour l'utilisation de ces données machines pour la bonne suivi de l'insuffisance cardiaque. Donc, si vous avez des questions. Oui, j'en ai une, je ne sais pas dans la salle. En fait, c'est juste pour insister sur la collaboration cardio-pneumo, elle est essentielle dans ce domaine. D'un côté, parce que les cardio, il faut qu'ils aient un logiciel de dire mon malade, c'est bien que je sache ce qui se passe la nuit, parce que je le vois dans la journée, mais je ne sais pas ce qui se passe la nuit. Peut-être que mon collègue pneumo qui s'intéresse au sommeil peut me renseigner. L'autre chose aussi, c'est que, vous l'avez dit, la FEVG n'est pas le seul reflet du cœur, loin de là, et qu'on peut peut-être aussi les aider, parce que j'ai vu le professeur Tazi ici, des signes d'hypertension veineuse au scanner
qu'on voit pour autre chose, qu'on soit nos malades pour autre chose, on tire l'attention en disant peut-être que votre malade, il a un EVG correct, mais nous, ce malade, on le voit, il a une orthopnée, malgré tout, il a des signes qui ne sont pas pneumologiques, mais c'est un poumon cardiaque. Mais le poumon cardiaque, on sait très bien qu'il est très mal vu, très mal décrit. On connaît l'œdème alvéolaire, mais il y a des formes beaucoup plus frustes. Donc je pense que l'apnée du central, c'est de la technologie, tout ce que vous avez bien précisé, mais c'est surtout une collaboration cœur-poumon essentielle, il me semble. Tout à fait, je suis d'accord. Oui. Merci beaucoup, professeur Stéphania. Merci, docteur Gender, pour la commodération. Merci à l'audience pour la présence.